Avant de plonger dans l'épisode, laissez-moi vous parler de Upmeet.ai. On connaît tous ces moments où après une réunion, on se dit mais au fait, qu'est-ce qu'on avait décidé déjà ? Eh bien, avec Upmeet.ai, c'est fini. Que vous soyez in real life ou en ligne, que ce soit sur Google Meet, Zoom ou Teams, Upmeet vous fait un compte-rendu super précis de toutes vos réunions. J'ai essayé plein de solutions américaines, mais ça marche jamais en français. Upmeet, lui, fonctionne dans plus de 30 langues. J'ai fait le test et les résultats sont bluffant. Il y a un système de prompt que j'adore où on peut même chatter avec le bot pour savoir ce qui s'est passé lors d'une réunion ou lui demander de personnaliser un compte rendu. En plus, c'est une techno française, donc vos données sont hébergées en toute sécurité dans l'Union européenne. Et par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en parlant de bonnes nouvelles, si vous vous abonnez à la Hacienda avant le 14 février, Upmeet vous offre une licence annuelle gratuite. Oui, 100% gratuit pour vous. Alors n'attendez pas, adoptez Upmeet et ne laissez plus jamais une réunion vous échapper. Le monde est en plein délire en ce moment, je vous l'avais annoncé, 2025 sera l'année la plus fascinante et peut-être la plus délirante de la décennie. Technologie, économie, politique, tout s'accélère, tout se bouscule depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Et Silicon Carnet est là pour décrypter ce qui se passe avec un regard croisé unique entre les États-Unis et l'Europe, entre une France qui s'enflamme contre les frasques d'Elon Musk et des entrepreneurs de la Silicon Valley qui prêtent allégeance à Trump. Il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que l'Amérique est devenue folle ? Comment l'Europe peut-elle se réinventer pour éviter de devenir spectatrice de sa propre histoire ? Quelle vérité se cache derrière le projet Stargate et la déferlante DeepSeek qui met en péril les marchés financiers ? Je vous invite à ouvrir le débat avec mes invités. Ils ne mâchent pas leurs mots, ils bousculent les idées reçues et vous proposent des perspectives nouvelles auxquelles vous n'êtes peut-être pas prêts. J'ai rien compris. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, Stéphane Schultz, qui est l'auteur de la fabuleuse, merveilleuse newsletter 15 Marches et qui nous appelle en direct de... T'es où ? T'es à Paris ? Je suis à Rennes, en Bretagne. À Rennes ? On a plein de Bretons dans cette émission qui viennent nous voir. C'est dingue. Exactement. C'est le nouveau West Coast, c'est ça, français ? Quasiment, oui. En tout cas, c'est ce que vous avez le plus à l'ouest, c'est ça. Bon, Stéphane, bienvenue dans Silicon Carnet, c'est ta première. Merci d'être parmi nous. Merci de m'accueillir. Ouais, écoute, je te lis régulièrement avec 15 marches. Et puis on a aussi Julien Devoré, qui est aussi... Pardon, alors, je le refais. Et on a aussi Julien Devorex. On a aussi jamais, quoi, en fait. Il faut dire pourquoi, quand est-ce qu'on dit le X et quand est-ce qu'on le dit pas? Il n'y a pas de règle. C'est la langue française, il n'y a pas de règle, c'est le bordel. D'accord. Bon, alors, Julien Devorex. Moi, je t'appelle Julien. Ça me va aussi. Bon, je t'écoute aussi régulièrement. T'as un super podcast qui s'appelle Sismic. Tu nous appelles en direct de Lisbonne. C'est là qu'on s'était rencontrés, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Voilà. Et on avait passé un super moment ensemble. J'adore tes perspectives sur le monde. Un monde qui change et on n'y comprend rien. C'est le titre de ton bouquin. Je te le remets là. C'est sorti il y a 2 ans. Stéphane aussi, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Après la tech. Ils sont tous venus avec leurs bouquins. Achetez les livres, lisez bordel. Qu'est-ce que vous faites? Et puis on a aussi Fred Binquet. Alors lui, t'as un bouquin, t'as quelque chose à vendre, Fred? J'ai un bouquin, mais je l'ai pas avec moi. Et c'est un roman. Donc je suis très modeste par rapport à mes collègues d'aujourd'hui. Je n'ai pas écrit sur la tech. J'ai un stock, ouais. Alors Fred, donc, j'ai un roman qui s'appelle Ibrahim, qui a été publié il y a 2 ans et qui est disponible alors plus en librairie, mais je crois sur Internet. Voilà. Il a été épuisé, il a été dévoré, tout le monde s'est jeté dessus. Fred Binquet, c'est un ami proche. Il vit aussi dans la Bay Area. Il est plus du côté de Palo Alto. Est-ce qu'on peut dire que t'es investisseur? Tu fais partie du côté obscur de la force. Je suis investisseur, il y a aucun doute. Je suis investisseur. Voilà. Bon, si vous nous écoutez, abonnez-vous à la chaîne Silicon Carnet sur YouTube. Si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles à ce podcast. Il y a un truc que je voulais vous dire. Il y a 68,4%, c'est très précis, des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je vous en supplie, si vous appréciez nos contenus, si vous voulez nous aider à faire connaître Silicon Carnet, abonnez-vous à ce podcast en appuyant sur la cloche. Je
parle de l'icône, hein, je ne parle pas d'un de nos invités. Ça nous aide énormément à continuer à produire avec mon équipe un contenu de qualité et à inviter les gens que vous voulez voir dans le show. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, donc, Qui veut du travail avec notre partenaire Digital Selection, on vous parle d'un job en or. Ça se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est d'actualité. C'est une boîte qui s'appelle Vertigo. Ils ont été récemment achetés par l'éditeur de logiciels américain Bamboo Rose et ils sont en plein développement à l'international et ils cherchent à muscler leurs équipes de R&D. Ils font de la Decision Intelligence. C'est quoi la Decision Intelligence? C'est exploiter les données, les datas de l'entreprise pour optimiser leurs processus et les rendre plus agiles et leur permettre de prendre des décisions plus rapidement. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'intelligence artificielle, que vous avez envie de bosser dans le software, B2B, j'ai mis toutes les informations dans la description de cet épisode. Allez, retour à Silicon Carnet. Aujourd'hui, je vous propose une conversation un peu sans filtre sur tout un tas de sujets qui divisent l'opinion publique. On parle régulièrement de ça dans Silicon Carnet et j'ai plein de questions à vous poser. On a le sentiment en ce moment de vivre un petit peu un point d'inflexion stratégique, une sorte de basculement. C'était le titre que j'avais donné à ma newsletter en début d'année où je faisais les prédictions pour 2025. C'est un basculement politique, c'est un basculement économique et de façon générale, un basculement culturel, j'ai l'impression, très catalysé d'ailleurs par ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et j'ai peut-être commencé d'ailleurs par Fred qui vit aux États-Unis et qui est américain. Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment? Si tu devais le résumer, comment tu résumerais la situation actuelle aux États-Unis? L'année dernière, en fait, j'ai eu une expérience personnelle assez nouvelle puisque c'est la première fois que je votais aux États-Unis. Okay. Je suis devenu américain il y a quelques années, donc c'était le premier scrutin véritablement important auquel je participais. Et là où je regardais les choses de l'extérieur, un peu comme un Européen qui était immigré aux États-Unis, mais quand même de l'extérieur, je me suis retrouvé en fait partie prenante. Ça a changé ma manière de voir les choses et notamment j'ai été un peu plus sensible à ce que je perçois comme étant alors j'imagine que c'est pas le cas pour Stéphane et Julien, mais une sorte de paresse européenne quand on regarde l'évolution US et consiste à tout verser dans la bassine de la grossièreté et de la vulgarité et du n'importe quoi. Et je pense que cette propension diminue quand tu es participant et que tu t'aperçois que il faut quand même que tu prennes une décision et que tu votes, etc., etc. Alors j'ai été j'ai pas voté pour lui, mais j'ai été surpris un peu par le résultat du scrutin. Mais d'après moi, quand on assiste à une expérience politique de renforcement de la souveraineté américaine en ce moment, et qui vise à faire un certain nombre de choses. La première de ces choses, c'est tout d'abord négocier à l'externe un nouvel équilibre des rapports de force. C'est-à-dire que les rapports de force sont en train d'être revus avec la Chine, avec la Russie, avec le monde arabo-musulman, personnalisés par les trois pays, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et pour chacun de ces pays, il y a une proposition de voilà quel est le nouveau rapport de force avec lequel on va vivre. Okay, et ça, je pense que c'est en devenir, mais c'est très important parce que c'est un des éléments de souveraineté américaine les plus marquants. Le deuxième point, c'est à l'interne. Je pense qu'il y a un renforcement aussi de la souveraineté interne aux États-Unis Trump est en train de combiner une politique de l'offre assise sur la réindustrialisation, qu'elle soit analogique ou digitale. Pour moi, la réindustrialisation est aussi digitale aux États-Unis. On va en parler, j'imagine, avec Stargate et d'autres. La réduction du budget de l'État, ce qui est très nouveau. C'est-à-dire que c'est un peu la première fois depuis assez longtemps qu'on entend une proposition sur le thème « on va réduire le budget de l'État et ça va nous renforcer ». Donc c'est pas dans une logique de « il faut qu'on fasse gaffe », c'est dans une logique de « on est un grand pays et on va rendre plus efficace la machine étatique ». Et enfin, le troisième sujet qui me paraît être un sujet de souveraineté sur lequel l'administration actuelle est assez en pointe, c'est renverser le mouvement antérieur de rétrécissement des discours admissibles, de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton était en train de se réduire et là... Explique ça. On a eu le sentiment sur les 20 dernières années, ou peut-être sur les 10 dernières années, que
l'étendue du discours admissible rétrécissait. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient dissibles, des choses qui n'étaient pas dissibles, et que les choses pas dissibles étaient de plus en plus nombreuses. On l'a vu notamment aux États-Unis pas mal avec tout le mouvement autour des gens qui font des stand-up, où ils ont dit il y a des choses qu'on peut plus dire, il y a des gens qui se sont trouvés du mauvais côté de l'humour, etc., etc. Et donc ça, c'était un mouvement assez général dans la société américaine. Et là, Trump et son administration sont arrivés en disant non, en fait, on peut plus réduire la fenêtre du discours, on va l'élargir à nouveau avec des trucs aberrants dedans. C'est-à-dire que on n'est pas que sur du plus. Il y a dans la fenêtre du discours acceptable, il y a des trucs qui sont quand même assez bizarres. Mais clairement, c'est un mouvement qui est reparti dans l'autre sens. Et je pense que c'est pas anodin parce que la liberté d'entreprise ou celle d'action dans les limites de la loi, en fait, elle relève aux États-Unis de la liberté d'expression au sens large. C'est perçu, la liberté d'expression au sens large est perçue comme un élément de souveraineté aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est ce genre de liberté qui assure que des immigrés comme Elon Musk ou Jensen Huang viennent s'établir aux États-Unis pour donner au pays les outils nécessaires. Donc ça relève à nouveau d'une problématique de souveraineté, à mon sens. Pour finir, en fait, sur ces trois points-là, l'externe, l'interne et les discours admissibles, il me semble que on comprend on voit bien que Trump a réussi à articuler quelque chose de plus convaincant que ce que Kamala Harris a pu articuler. Et à mon avis, in fine, une des raisons pour lesquelles il a été élu. Mais j'imagine qu'on va y revenir. Julien, Stéphane, une réaction par rapport à ce que vient d'expliquer Fred. Ce que je comprends dans le discours de Fred, c'est que Fred a voté démocrate, il a voté pour Kamala Harris, mais que finalement il comprend le vote de Trump et que quelque part dans le vote de Trump, maintenant que tu es américain et que tu es les doigts dans la prise américaine, il y a un peu de courant qui passe aussi chez toi, quoi. En fait, c'est ça ce que je comprends. Ouais. Julien, une réaction par rapport à ça? Bon, déjà, faut se placer, faut savoir d'où on parle, hein, comme toujours. Donc, moi, je suis pas américain, je vais pas aux États-Unis, donc je me méfie aussi de ma propre opinion sur ce sujet-là, parce qu'elle se construit inévitablement en fonction de ce que je lis, et pourtant j'ai eu la chance de pouvoir, lire de la presse américaine et de me nourrir de différentes choses. Donc, c'est un petit peu difficile aussi de savoir pourquoi, quelles sont les circonstances dans lesquelles ça se joue, etc. Mon point de vue, mon premier point de vue là-dessus, c'est que c'est comme toujours, c'est multifactoriel. Hein. On peut passer des heures à essayer de comprendre pourquoi une partie un peu plus que la moitié des Américains, parce que c'est pas les Américains finalement déjà, une partie des Américains en fait ont décidé de remettre Trump au pouvoir malgré toutes ces valises, malgré l'opposition d'une partie des médias mainstream, malgré les procès. Enfin, c'est aussi ça qui est étonnant en fait, c'est que c'est une espèce de comeback complètement hallucinant, alors que le type avait quand même un paquet de bâtons dans les roues, etc. Mais aussi avec le soutien des milliardaires, avec le soutien de Musk, avec énormément de soutien des médias, de ce qui se joue sur Internet, et avec un discours finalement qui correspond à des attentes très très fortes d'une partie du peuple américain. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et moi, ce qui me saute aux yeux, en fait, c'est que c'est le signe quelque part. Enfin, c'est la manifestation du fait et l'accélérateur aussi du fait qu'on est entré dans une nouvelle ère qui correspond, comme tu disais, à une espèce de retour de balancier. Et moi, j'ai appelé ça le retour de la puissance décomplexée. Ouais, de la brutalité même. J'ai écouté ton podcast. D'une forme de brutalité assumée, qui a des racines profondes et qu'on peut analyser en longueur, qui vient de tout ce qui se joue sur Internet depuis une vingtaine d'années, avec des petites communautés qui étaient isolées, qui n'avaient pas le droit à la parole, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite américaine, qui ont pris une place énorme en fait dans la société américaine. Donc on parlait aussi des excès entre guillemets, on va dire, du camp progressiste, qui a été jusqu'à la cancel culture, jusqu'à effectivement limiter considérablement la liberté d'expression, faire peur aux profs d'université, faire peur à toute une partie des gens du stand-up, une espèce de chasse aux sorcières qui a été organisée. Et dans un article que j'ai écrit récemment, je cite ce qui était arrivé à J.K. Rowling en fait, qui était assez symptomatique. Et qui a créé un espèce de climat en fait d'incompréhension de la part de toute une partie des Américains qui constitue en fait la majorité. Et donc d'un côté, on a la gauche américaine qui s'est faite
piégé entre guillemets par son aile entre guillemets la plus progressiste, on va dire, voilà, etc. Et puis de l'autre côté, donc on a un boulevard quelque part qui a été ouvert à quelqu'un qui arrive en disant, en gros, sur ces questions de société uniquement, je parle. En gros, ça suffit. On arrête les conneries. On va remettre la notion de liberté d'expression au centre. Et puis on va redonner la parole à la majorité. Et je parle de puissance décomplexée et même de forme de brutalité assumée, avec une concentration aussi des pouvoirs et avec quelque chose qui est marqué aussi par le fait que Trump ne ment pas. C'est-à-dire qu'il dit clairement, je suis quelqu'un de brutal, je suis quelqu'un qui dit les choses entre guillemets telles qu'elles sont, sans filtre. Et c'était étonnant de voir pendant ces meetings de campagne en fait à quel point il pouvait arriver à faire une espèce d'improvisation pendant 1 heure en parlant de tout et de rien, et personne lui en voulait de pas parler de politique, de ce qu'il allait faire, voilà. Et en fait, on est arrivé au point où en fait les gens veulent de l'autorité, veulent America is bad, etc. Et on pourra y revenir, mais moi j'ai analysé ça, sans m'étendre, comme quelque part une sorte de revanche de la majorité, ou qui est la manifestation aussi d'une peur du déclin, d'une peur de perte de privilèges. Donc c'est un vote. On voit la classe, ça va avec le masculinisme, ça va avec le retour aussi du white supremacist. Il y a le côté blanc, mec, homme. Donc ça, c'est au niveau de la société, c'est-à-dire on se sent menacé entre guillemets dans nos privilèges historiques entre guillemets. Donc on se dit ok, ça suffit. On est la majorité, on peut encore s'affirmer, etc. Et c'est aussi ce qu'on va voir aussi sur la scène internationale, avec la posture géopolitique d'un Trump qui dit ok, on reste la première puissance, on a de loin la première armée, on est capable de dire en fait, si je veux reprendre le Panama, qui va m'en empêcher? Si je veux m'approprier le Groenland et si vous voulez pas me le vendre, qui va m'en empêcher? Et donc c'est une force, une brutalité assumée qui est l'affirmation d'un discours qui consiste à dire en fait, on a les moyens de notre puissance. Donc on va pas s'en priver, quoi. N'est que rapport de force. Ouais. Et c'est ça qui est étonnant pour nous Européens, qu'on avait presque oublié, c'est que en fait, tout n'est que rapport de force. Je pense que ce que l'Europe a du mal à comprendre, c'est que le retour de Trump, c'est aussi une façon de marquer que les États-Unis sont avant tout une plateforme économique plutôt qu'une plateforme sociale. C'est-à-dire que avec Biden, on a vu les États-Unis qui essayaient de se positionner un petit peu comme une sorte de leader en termes de protection des minorités, des droits humains, et c'est tout ce mouvement woke qui a été très très visible ici aux États-Unis et qui quelque part remettait un peu en cause des valeurs fondamentales, peut-être plus traditionnalistes, mais en fait auxquelles les Américains étaient véritablement attachés. Je pense que là, ce que ce retour de Trump veut dire aussi, c'est avant tout les États-Unis une plateforme économique où on fait du business, où on fait du pognon, avant d'être une plateforme sociale. Donc Trump, c'est une façon de dire on va libérer les énergies. C'est clair qu'on va permettre aussi aux plus riches de s'enrichir davantage. Ça, c'est clair. Je pense que à la différence aussi peut-être de l'Europe, on le sent bien dans le discours de Trump d'ailleurs, il essaye de dire il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des riches, et ça c'est plus un problème fondamental en Europe, c'est que visiblement c'est le fait qu'il y ait des riches c'est un problème, on va en parler. Ce qu'il essaye en tout cas de dire dans son discours, c'est qu'il veut lutter contre la pauvreté, qu'il veut permettre aux Américains de s'enrichir. Et bien évidemment, il y aura plus d'inégalités parce qu'il y en a qui s'enrichiront plus que d'autres. Et visiblement, une partie de l'électorat a adhéré à ce projet-là de prospérité. Stéphane, ton point de vue là-dessus? Je remonte ça au Brexit. Si on peut, ça paraît à des années-lumière, mais en fait, je pense que le Brexit, notamment en Europe, n'a pas été assez analysé. On n'est pas allé chercher finalement les racines profondes, et il n'y a pas, dans ce que je comprends, même dans ce que vous dites, il n'y a pas tellement de différence entre ce qui s'est passé en Angleterre, où il y a finalement une sorte de tectonique des plaques qui évolue. Alors il y a, moi je suis un peu influencé par un journaliste qui s'appelle David Goodhart, qui a écrit The Road to Somewhere, où il va, en français c'est traduit par les deux clans. Bon, les deux clans, c'est explicite. Il n'a rien à voir avec le titre, mais bon. Ouais. Lui, il distingue en fait deux catégories, les somewhere et les anywhere. Et en fait, il dit c'est pas les villes et la campagne, c'est les gens qui vivent là où ils sont nés ou là où leurs parents sont nés,
quel que soit finalement leur niveau de revenu et même leur niveau d'études. Hein. Donc finalement, les anciens clivages ne fonctionnent plus, et les gens qui au contraire bougent essentiellement dans des grandes villes, souvent ils ont fait une année d'études à l'étranger, et donc tu vas avoir une perception de la mondialisation, et je pense que c'est un mot que j'ai pas entendu chez vous, qui est complètement différente, c'est-à-dire les somewhere, alors particulièrement en Angleterre, mais je pense qu'aux États-Unis c'est pareil, et en France on le ressent de plus en plus avec la désindustrialisation, les somewhere, ils voient le changement. Ils disent, ben là, il y avait ça, mon père faisait ça, etc. Alors, tu l'as dans les syndicats, je sais que ça fait sourire, les syndicats en France, mais les syndicats, c'est aussi des gens qui souvent sont là de père en fils, hein, donc qui vivent ça vraiment dans leur chair, dans leur vie, dans les photos de famille. Et puis, les anywhere, donc ceux qui vivent à Paris. À dans les fond la grandes villes, mondialisation, c'est ça, ouais. Ben, la mondialisation, ça leur profite, ils voient ça de manière positive, et alors c'est important pour ce que vous venez d'évoquer, ils le voient aussi pour, pas que le côté Ricardo, c'est-à-dire pas que libre circulation des marchandises, mais aussi des gens. Et c'est là où ça va. Donc ça, c'est un premier phénomène. Ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, ce que tu dis là, Stéphane, c'est que moi, je viens de Limoges. Donc, je reviens régulièrement à Limoges. Et j'ai beaucoup de potes à Limoges qui, effectivement, sont pas partis de Limoges. Et qui sont absolument exactement que et c'est des gens qui font du business, hein, et qui c'est pas une question c'est pas des paysans, c'est pas ça, mais ils sont restés dans leur environnement, et eux correspondent exactement à ce que tu es en train de décrire là. Et donc cette grille de lecture, elle est importante. Cette grille de lecture, elle est importante parce que en fait, il y a du mépris entre les deux. Hein, souvent, on le voit que dans un sens, mais en fait, il y a du mépris dans les deux sens, il y a un doute. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand même, on est combien d'années là? On est 17 ans après la crise de 2008. En gros, j'ai l'impression que ça tenait à peu près parce qu'il n'y a pas d'inflation. Et là, vous n'avez pas parlé de l'inflation. Maintenant, il y a de l'inflation, donc quelque part, le système qui tenait vaguement, où les salaires bougent pas, où en gros, on a une redistribution forte chez nous, en Allemagne en particulier et en France. Avec l'inflation, ça devient catastrophique. C'est-à-dire tu te retrouves avec des revenus fixes et des coûts qui augmentent là où c'était déjà tendu. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que le deuxième enseignement du Brexit, c'est un peu la déliquescence de la gauche anglaise, le Labour, et finalement le déliquescence de la politique. C'est-à-dire, les gens ne croient plus à la politique au sens elle peut changer le monde, notamment au niveau économique. C'est-à-dire, le marxisme contre le néolibéralisme, c'est des choses qui sont jetées un peu comme des anathèmes, mais en réalité, les sondages montrent que les gens n'y croient plus. C'est-à-dire, ils se disent, finalement, des deux côtés, ils nous racontent des salades, ils ne sont pas capables de changer parce que s'ils devaient le faire, ils l'auraient fait. Donc quelque part, ça veut dire que c'est un peu comme une équation mathématique. Quand tu as le même truc des deux côtés, ça saute. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le social, il reste la religion, il reste des éléments qui peuvent paraître un peu en haut de la pyramide de Maslow, tu vois, par rapport au sujet de l'économie, mais en réalité qui deviennent très importants de fait, et en tout cas dans les élections, ceux qui savent faire, et après il y a une question de génération politique aussi, ils savent appuyer là où ça fait mal, et tu vas te retrouver en fait avec des élections qui vont jouer sur des faits divers, des élections qui vont jouer sur... Pardon, mais j'ai pas l'impression que le fait qu'il y ait des woke dans les universités à Columbia ou à Berkeley, les gens en aient quelque chose à foutre quand ils ont du mal à acheter des œufs. Hein. J'ai regardé le prix des œufs ce matin, je me suis juré de regarder ça aux États-Unis. Ouais, en pleine grippe aviaire. Voilà, donc c'est une dinguerie. Tu vois, donc pardon, hein, je mets un peu de bémol. Je veux bien qu'on voit ça sous le prisme des woke, mais peut-être parce que il y a plus l'économie, c'est-à-dire plus personne ne croit à l'économie. Alors t'auras effectivement ce sujet sociétal, et puis tu vas avoir effectivement la puissance, hein, ce que décrit Julien. Alors Julien, je t'ai écouté tout à l'heure en marchant, j'avais envie de te prendre dans mes bras parce que vraiment ça avait pas l'air d'aller là quand même. Là, t'es inquiet, je comprends. Et tout ce que tu dis est vrai et c'est super intéressant. Moi, par rapport à ça, par rapport à cette question de puissance et tout ce côté très provocateur, j'ai envie de dire, de 2016 à 2020, on en a entendu presque tous les jours. Presque tous les jours, on avait droit à une outrance, un truc et tout. Ça agit un peu comme un leurre, tu sais, pour que les gens tirent sur le casque, là, au-dessus de la tranchée. Il y a quand même pas beaucoup de choses concrètes qui se sont passées derrière. Les Américains ont dit non au projet européen, et qu'en gros, il était hors de question de céder au déclinisme, parce que c'est un peu le projet qui nous est proposé en Europe quand on écoute les politiques. Il faut faire de la décroissance, etc.
et que les États-Unis, ils ont juste dit, nous, on veut pas faire partie des faibles, on veut pas être pauvres, on veut pas retourner dans la caverne. L'espèce humaine est une espèce qui sort de sa caverne pour explorer avec tous les risques que ça comporte, et bien évidemment là-dedans, il y a, on veut continuer à dominer le monde. Est-ce que Fred, il y a pas ça aussi dans ce vote de Trump? Ouais, moi je vais rebondir sur ce que disait Stéphane parce que et répondre à ta question. Moi, alors nous on a pas mal d'activités industrielles qu'on a pour certaines achetées, d'autres développées et qui sont exposées au marché américain. Certaines sont basées aux États-Unis. Aujourd'hui, on est en train de vivre une réindustrialisation à marche forcée aux États-Unis. Et donc, les somewhere, aujourd'hui, ils voient arriver des usines, il y a des pôles industriels qui se montent à partir de pas grand-chose. Et donc, on n'est pas du tout dans une phase dépressive, en fait, de ce point de vue-là, ok? Par ailleurs, effectivement, ce que tu dis, Carlos, résonne énormément. C'est-à-dire que et je vais être aussi en écart par rapport à ce qui a été dit. Je pense que Trump fait au contraire de la politique. Et notamment, il a fait une chose qui est, à mon sens, fondamentale quand on veut être le leader d'une nation. C'est-à-dire qu'il a reconnecté le message politique à la définition de la nation. On en avait parlé, Carlos, mais il faut relire la conférence d'Ernest Renan qui a été donnée en 1882 en chaire de la Sorbonne, qui définit ce qu'est la nation. Il faut la relire parce qu'en fait, elle est en étrange résonance avec Make America Great Again. Et là, je me suis permis de retrouver la phrase, mais je vous conseille de la lire. Il y a une des phrases qui dit « Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. » Alors, c'est quelque chose qui date du 19e siècle et qui reprend dans des mots certes beaucoup plus choisis. We were great in the past, we're going to be great again in the future. Et je pense que ça, c'est fondamentalement un appel à un appel politique à une cohésion nationale. Et Trump a été capable de l'articuler d'une manière assez étrange. Franchement, moi, je m'attendais plutôt à ce que ce soit les démocrates qui arrivent à produire cette pensée, mais je pense que d'ailleurs les démocrates ont plutôt perdu avant que les républicains ne gagnent. C'est-à-dire que la série d'erreurs tactiques sur le retrait tardif de Biden, le choix falot du vice-président, transformer une élection qui aurait dû ne pas être contestée en échec pour les démocrates. C'est quand même ce qui s'est passé. Et puis Kamala Harris était une candidate relativement faible, incapable d'articuler justement un message économique suffisamment clair. C'est-à-dire que elle parlait d'une économie d'opportunité, là où Trump faisait venir le symbole de la croissance économique et de l'optimisme et de l'enthousiasme, comme le disait Carlos, sur la scène, qui expliquait à tout le monde que demain on allait sur Mars et qu'on allait le faire avec des Américains. Donc fondamentalement, je crois que les démocrates se sont complètement fourvoyés en oubliant la partie économique et en tout cas en ne trouvant pas leur sexe là-dessus, et ils n'ont pas fait appel à cette définition de la nation que Trump a monopolisée. En fait, je reviens à ce que je disais sur la puissance, c'est-à-dire que et ça va dans votre sens d'ailleurs, c'est-à-dire que la promesse, et c'est ce qui est ressorti aussi de son discours d'investiture que j'ai regardé, c'est que America is back et que on va enfin pouvoir débrider notre puissance. Donc il y a un côté très jouissif, il y a un côté effectivement, on a envie de le suivre, c'est moonshot. Let's go to the moon. Maintenant on va aller sur Mars. Il l'a dit d'ailleurs dans son discours. Donc forcément, même moi en écoutant son truc, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'on a envie de le suivre, quoi. C'est hyper positif, Make America Great Again, etc. Et ça se base sur ça joue sur cette notion, justement, je parlais d'humiliation, mais plutôt ce sentiment de déclin. Tu vois, que d'une partie des Américains en partie, et peut-être même de la nation américaine au sens large, telle qu'elle se regarde en miroir, on dit c'est plus ce que c'était. Maintenant il y a la Chine qui monte, et puis il y a des minorités qui montent, et puis il y en a qui viennent prendre nos boulots. Il y a tout un ensemble de choses en fait qu'on peut mettre dans un gros paquet où il y a toute une partie américaine qui ont eu peur à un moment donné, qui ont eu peur du déclassement économique, qui ont eu peur du déclassement culturel, qui ont eu peur de pas se retrouver, etc. Et du modèle européen, hein. Et du modèle européen, parce qu'on leur a vendu le modèle européen comme un truc pas mal, quoi, en fait. Voilà. Et puis de se dire, en fait, c'est pas nos valeurs. Enfin, ça se joue sur plusieurs niveaux.
Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit non, mais moi je vous propose pas du tout un truc compliqué. C'est très simple ce que je vous propose. Et c'est aussi l'avantage qu'ont justement qu'a ce discours-là qui est très performatif. C'est de dire voilà, c'est très simple, ça se résume en 3 idées, enfin 3 mots: Make America Great Again. Et on y va. Et il y en a marre de limiter notre puissance. On est les plus lourds, on est les plus forts, on y va, quoi. Et on voit ce discours-là maintenant qui va se transformer en discours politique, et avec effectivement, comme vous disiez, quelque chose qui peut être rafraîchissant aussi dans les trucs politiques, c'est que on a l'impression que c'est quelqu'un qui va oser faire les trucs, quoi. Il va y aller, il va dérouler, et puis c'est ça qu'on attend de lui. Pourquoi, en fait, moi, malgré tout, quand je regarde ça, j'arrive pas à être enthousiaste. Parce que je vois aussi tout un tas d'autres choses. Et déjà que je suis européen, donc c'est pas ce modèle de la puissance totalement débridé, je vois en quoi il est plaisant, parce qu'effectivement, comme tu disais, Fred, et c'est aussi ce qui nous manque dans beaucoup de nations européennes, c'est une vision de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. C'est quoi notre avenir commun, et qu'est-ce qu'on va bâtir, et on a besoin d'émerveillement, on a besoin de se projeter, et on en manque cruellement en Europe et en France en tout cas, de cette idée, c'est quoi la nation française, etc. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit bon, voilà le chemin. Sauf que connaissant tout ce que je connais sur le climat, sur l'écologie, sur tout un tas de choses qui me paraissent fondamentalement essentielles pour rester dans une trajectoire vivable entre guillemets dans les prochaines années, quand je vois quelqu'un qui arrive avec ce discours-là, qui est finalement absolument pas neuf, qui est de dire on va tout débouler, on va relancer l'économie, drill baby drill, exactement, très bien résumé par cette phrase. Tu dis ok, super sexy, la puissance, on va aller sur Mars, trop bien. Sauf qu'en fait, ce discours-là très 20e siècle, avec les enjeux qu'on a actuellement, et quand tu connais les conséquences du drill baby drill, il est fondamentalement flippant. Parce que t'as quelqu'un, justement, on est à une époque où il faudrait, je renvoie vers un épisode que j'ai fait avec Richard Henberg qui explique pourquoi on est dans la merde aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans surpuissance, on est overpowered, c'est-à-dire qu'on consomme trop d'énergie, on a hypothéqué même l'énergie qui aurait dû revenir aux générations futures grâce à la dette, etc. Je vais pas rentrer dans ces complexités. Et donc, on est une d'espèce qui est overpowered, surpuissante. Et c'est pour ça qu'on fout la merde, et c'est pour ça qu'on pète tout, etc. Et donc, c'est typiquement l'illustration de cette tension qu'il y a entre notre pulsion de puissance très humaine, et qu'on trouve sexy, et qui se caractérise dans Trump, et ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire diminuer retourner dans la cave, retourner dans la grotte, c'est ça. Si tu veux faire la caricature, on peut y aller, mais c'est-à-dire arriver à se dire, ok, comment on arrive à construire des sociétés humaines qui soient modernes, justes, confortables, en limitant la souffrance, etc., sans tout foutre en l'air. Et là, on a une trajectoire qui est clairement choisie, qui est de dire, on n'en a rien à foutre, de toute façon, c'est limite si ça n'existe pas, on va assumer notre puissance et y aller à fond. Moi, dans Drill Baby Drill, peut-être qu'un truc que j'entends, et je sais pas, je suis volontairement provocateur quand je dis ça, c'est aujourd'hui les États-Unis sont le premier producteur d'énergie, quoi, en fait, au monde. Ils ont une énergie, c'est le problème, c'est que l'Europe n'a pas d'énergie disponible, alors que les États-Unis ont la capacité énergétique dans leur sol, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans Drill Baby Drill aussi un truc de dire, voilà, sur le court terme, utilisons les ressources qu'on a au maximum, épuisons-les, pour qu'ensuite on puisse trouver aussi d'autres nouvelles formes d'énergie pour faire grossir le gâteau, parce que on n'a pas exploité aussi d'autres formes d'énergie comme le nucléaire, par exemple, aux États-Unis, est très peu développé. Et puis il y a la science va nous amener à découvrir, à utiliser des énergies qui sont disponibles et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à exploiter, etc. Et il y a une forme d'optimisme aussi par rapport à ça. Stéphane, t'en parles dans ton bouquin d'ailleurs de ça, quoi. Là, ce que tu décris, Carlos, en fait, le drill baby drill, c'est gratter des allumettes. Ça allume pas de bûche. Ils vont pas avoir chaud avec ça. C'est purement scientifique, pardon. Je veux dire, il est prouvé quand même que remonter du shale oil ou le type de puits de forage qu'on a maintenant, en fait, c'est moins performant, c'est plus cher. Donc, on a passé un pic. Tu peux avoir 10 Trump, tu peux avoir des Trump partout, même en Europe. On a quand même passé le pic. Je veux dire, c'est pas le Parlement ou la Maison Blanche qui décide, si tu veux, de ce qu'il y a dans le sous-sol et de combien ça va coûter. Donc il y a une fuite en avant. C'est vrai que c'est tentant, mais ça reste une fuite en avant, et je suis pas qualifié pour le dire, mais je crois avoir lu les gens qui sont qualifiés, et c'est une fuite en avant. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, quand on parle de la science, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on parle de la science quand ça nous arrange.
C'est-à-dire, voilà, il y a une sorte de au contraire, il y a Trump en fait pendant 4 ans et encore plus en fait depuis 2020, il fait beaucoup de travail pour dézinguer la science. Hein, c'est pas vrai maintenant, hein, c'est plus vrai maintenant. Hein, c'est peut-être pas vrai depuis 15 le jours. nouveau depuis Trump lundi, aujourd'hui, mais je le trouve au contraire très pro-science. Hein, c'est pas le même Trump qu'avant. Hein, Écoute, tant mieux parce que je pense que pour le coup, on a besoin d'un peu moins de politique, en tout cas pas de la politique qui promet des choses en 3 points et on a besoin. Enfin, j'en parle dans le livre. On a des problèmes complexes à résoudre. Il y a pas de problème. Il suffit pas de puiser du pétrole pour fabriquer du nucléaire, par exemple. Pardon, hein, tu vois, je te prends au mot. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des agendas scientifiques plausibles. Il y en a qui sont pas du tout plausibles, la fission nucléaire, etc. Enfin, il y a des choses. Et donc ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, les 3 points, ça m'amuse quand même, le discours en 3 points, parce que vous êtes investisseurs tous les deux, et en fait, en vous écoutant, je me disais, mais s'il y avait une start-up qui leur pitchait ça, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils diraient, c'est quoi le marché? C'est quoi l'équipe? Et comment tu fais? Je veux dire, parce que c'était le 10e que j'entends dire ça. Ouais, ce discours très pro-environnementaliste, Fred, c'est quand on regarde nous Français depuis vivant aux États-Unis, ça c'est le premier truc qui me choque, enfin qui m'interpelle immédiatement. Chaque fois que je vais à Paris, quand en fait les écolos ont vraiment gagné la bataille de l'opinion publique en Europe. Ça c'est clair parce que on n'entend pas ce genre de discours nous ici aux États-Unis, Fred. Non, alors je suis d'accord. Il y a un côté gramscien en Europe. La bataille des idées a été gagnée d'une certaine manière par l'écologie, et c'est une bonne chose. Enfin, je vais pas dire que. Enfin, je suis du côté de Stéphane et Julien sur le fait que il faut absolument être attentif à la fuite en avant potentielle aux États-Unis. Simplement, moi j'ai une lecture un tout petit peu différente du sujet environnemental que peut-être je peux partager. Premièrement, le grand reproche que je ferais aux Européens, c'est de ne pas avoir les moyens de leurs ambitions environnementales. C'est-à-dire que, effectivement, on peut toujours se poser des questions de comment on fait pour réduire l'intensité carbonée, mais enfin, quand on éteint une dizaine ou une quinzaine de centrales nucléaires en Allemagne, on se donne pas les moyens de réduire la production de CO2. On fait autre chose. On fait un truc qui ressemble à un entre-deux qui arrive finalement à la faiblesse économique et à une production de CO2 qui est pas diminuée. Donc la première chose que moi je mettrais dans la pierre que je mettrais dans le camp européen, c'est très bien, la vertu est belle et bonne, il faut réduire le CO2, mais la manière dont aujourd'hui les Européens ont articulé leur plan de déploiement de réduction de CO2 me paraît très très peu convaincante et surtout me paraît être non financée. Et ça va à un moment donné être un impact majeur parce qu'il va falloir arbitrer la fin du monde et la fin du mois. Et on a bien vu ce que ça donnait sur différents événements qui ont entaché l'histoire de la France ou ailleurs. Le deuxième point que je veux faire, c'est qu'aux États-Unis, il faut rentrer un peu dans le détail. C'est-à-dire que si jamais, ce qui va, à mon avis, être un des sujets, le gaz remplace le charbon aux États-Unis, on aura divisé toutes choses égales par ailleurs par 4 la production de CO2 attachée à 1 kWh électrique. Donc, fondamentalement, ce que disent les États-Unis, c'est quelque chose d'assez inaudible du point de vue des Européens, c'est arrêtez de nous faire chier avec l'environnement. Et ça, je suis d'accord avec vous, ce message-là est problématique et scandaleux. Mais ils disent aussi autre chose qui est moins audible et qui se déploie dans le temps, qui est si on a les moyens de faire autre chose et qu'on crée la puissance économique qui nous permet de faire autre chose, on va pouvoir prendre ces décisions. Oui, je voulais vous entendre. On n'en a pas parlé de cet affreux personnage, cette sorte parce que qui est Elon Musk, dont on n'a pas encore parlé et qui visiblement s'immisce de plus en plus dans la politique européenne, notamment en Allemagne. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que on l'entend pas trop sur la France. Hein. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein, d'ailleurs, hein, qu'en fait. Il a moins prise pour l'instant. Tu crois? Ou est-ce que c'est pas que en fait la messe est dite en France et que en fait on n'a pas besoin de lui, quoi? L'inverse de l'Allemagne. Non, mais il a moins prise sur les idées du RN qui sont moins alignées avec ils sont moins alignés avec lui, quoi, tu crois? Ouais. C'est ça. Ouais, ils ont du mal, hein. Ça colle pas avec dans les extrêmes, des deux côtés, hein, extrême droite et extrême gauche, il y a un anti-américanisme assez fort, enfin en tout cas qui vient assez rapidement. Pour des raisons complètement différentes. Donc c'est le RN qui veut pas de lui, quoi, en fait, quoi, c'est ça. Ouais, un peu.
Ouais, alors c'est pas si clair, mais en tout cas, ça risquerait d'être contre-productif. Mais peut-être que on est juste les suivants, hein. Tu sais, il faut chaque semaine. C'est juste qu'il a pas le temps de s'occuper de tout, en fait, et que on est next in the list, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a pas d'élection chez nous, tu vois, donc il s'occupe des élections aussi. Hein. Ouais. Il s'est occupé de l'Angleterre déjà aussi, enfin du Royaume-Uni. Il s'est déjà occupé des Royaumes-Unis. Comment vous expliquez cette ingérence politique de la part de Musk, Fred? Toi, tu l'analyses comment? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Alors moi, je pense que c'est franchement une aberration. C'est-à-dire que je pense que là, Musk, il est en pleine hubris d'aller s'immiscer dans des débats politiques européens. Je regarde pas ça avec beaucoup de sympathie. Hein. Ça a commencé d'ailleurs. En fait, j'ai l'impression que ça a commencé avec la discussion que Musk a eue avec Breton. Qui entre guillemets l'a interpellé, a déclenché son côté sale gosse qui est très fort. Et à partir de là, il s'est dit si on peut me faire chier de cette manière-là en Europe, je vais leur montrer ce que je sais faire et je vais commencer à intervenir dans les différents pays européens. Je pense qu'il y a eu un côté réveil du monstre, c'est-à-dire qu'il avait Twitter, on lui a dit oui mais on va peut-être t'empêcher de continuer à faire du business en Europe, et là il a dit vous allez voir ce que vous allez voir, et donc je pense qu'il y a un côté rapport de force très malsain à mon sens, où le business s'est transformé en une posture politique. Et moi, à mon avis, on n'est pas loin d'un rappel à l'ordre de Trump sur le thème, dis donc Elon, t'as Doge à faire marcher, t'arrêtes de nous faire chier avec l'AfD, quoi. Parce que à un moment donné, il va falloir quand même réduire le budget de l'État, et c'est lui qui est en première ligne. Et même Vivek Ramaswamy est passé un peu à la trappe. Donc il s'est barré. Ça va devenir un vrai sujet pour d'allocation de son temps. Julien, ce Musk, cet enfant terrible, ce troll qui a montré que sa théorie du chaos pouvait renverser l'élection américaine, et que donc il se dit, t'es d'accord avec Fred, il se dit comme un sale gosse, quoi. En fait, il dit je vais faire la même chose en Europe, rien ne m'arrête, quoi. Vous m'avez fait chier, je vais venir vous faire chier là. Franchement, fondamentalement, il est quand même très difficile à lire. Hein. Donc, je son salut nazi, là, par exemple, son salut. Est-ce que toi, tu l'interprètes comme un salut nazi, ou tu l'interprètes comme oui, tu interprètes ça comment? Oui, je l'interprète comme un salut nazi. Juste aussi ses idées depuis, et tout le monde l'a interprété comme un salut nazi. En Allemagne, ça a été interprété, qui sont quand même les premiers connaisseurs. C'est clairement interprété comme un salut nazi. Oui. Sur les forums, sur 4chan, sur tous les forums white suprémacistes, ça a été reconnu comme un salut nazi. Pour moi, il n'y a pas photo, mais à la limite, c'est pas. Il y a tellement d'autres. Il a fait péter Internet avec ça. Ok, ça prolonge. Ça vient corroborer le fait que c'est un mec qui a quand même certaines idées, qui est assez radical, qui est un bourrin. Et je sais pas quoi en penser en fait ce gars-là, parce que moi je le vois comme fondamentalement quelqu'un qui est un joueur qui prend à peu près rien au sérieux, ouais. Qui pour qui tout est les gens sont comme des avatars dans les jeux vidéo là. C'est sa manière. Il dit qu'on est dans une simulation, hein, d'ailleurs. Ouais, mais sa manière de virer les gens, et qui a ce rêve qui est bercé par la littérature scientifique, a cette hubris, ce rêve d'aller sur Mars, etc. Enfin, il y a. C'est un type à la fois génial. Moi, je suis pas partie des critiques qui disent que mais après tout, il a hérité, il a jamais rien foutu, etc. Enfin, c'est quand même un mec qui a fait des trucs complètement hallucinants dans ses business, et qui arrive à faire des trucs complètement dingues, mais qui, je pense, ne se met aucune limite, qui est parti dans une autre dimension. Tout est un jeu. Tiens, vas-y, comme tu dis, j'ai envie d'aller voir un peu en Europe. J'ai des intérêts en termes de business, j'ai des intérêts idéologiques à pousser ces gens-là que j'aime bien. Ça m'amuse. Voilà, j'ai du mal à voir quelle est sa stratégie fondamentale. Je sais même pas s'il y en a une. En dehors il a des rêves qu'il structure. Tu vois, cette espèce de. À un moment donné, on a cru que c'était sauver l'humanité, etc. Maintenant, je pense que plus personne n'y croit. Hein, ou alors dans sa tête, il faut un plan B, ça se tient. Hein, mais c'est plutôt bercé par la littérature qu'il a lue, etc. Il parle rarement de nation, hein, d'ailleurs. Hein, il parle de civilisation. Hein, ouais, il est sur un autre niveau. Il est dans son délire. Et il se donne les moyens de le faire. Et il arrive à faire des trucs complètement dingues. Et in fine, on est quand même dans une situation qui, moi, me paraît quand même assez problématique,
où tu as l'homme le plus riche du monde qui a une puissance démesurée, qui arrive aussi à faire élire qui il veut, hein, parce qu'il n'a pas été pour rien non plus dans l'élection de Trump, qui arrive à se positionner, qui a des fusées, tu penses que c'est Musk qui a fait élire satellites. Il a contribué. Il arrive avec un trésor de guerre depuis qu'en fait il y a plus de limite à ce qu'on peut donner aux États-Unis. T'es quand même plus dans une démocratie, en tout cas à l'européenne, quoi. C'est en gros ça joue quand même. C'est pas anodin. Ouais, mais Julien, quand tu regardes les élections américaines, ça a toujours été le camp qui avait le plus de budget qui remportait les élections, mais cette fois c'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire les démocrates avaient beaucoup plus d'argent malgré le chèque de Elon Musk. Il a pas que du budget, Musk aussi. Hein. Il a aussi Twitter, quoi. Il a aussi une force de frappe hallucinante, et c'est en ça que ça devient inquiétant, si tu veux, d'avoir une telle concentration de pouvoir dans un gars qui ne prend à peu près rien au sérieux, etc. Quoi. Je sais pas ce que ça donnera, je sais pas par rapport à l'ingérence en Europe aussi ce que ça va donner. Faut que je suis en train de creuser le sujet justement, donc j'en ferai un épisode bientôt. Elon, il a mis la liberté d'expression comme son porte-étendard, quoi. Justement, c'est ce free speech. Et en fait, il a libéré les trolls. Hein, quoi. En fait, c'est exactement ce qu'il a fait, quoi. Et ils sont nombreux, quoi. Et ça va devenir assez déplaisant. Est-ce que cette liberté d'expression qui a très bien marché, parce que c'est le premier amendement aux États-Unis, on a l'impression qu'il a envie de faire un peu le même coup en Europe, sauf qu'on n'a pas tout à fait la même conception de ce qu'est la liberté d'expression en Europe par rapport aux États-Unis. Oui, alors, déjà effectivement, il y a le messager, il y a le message et le messager. Donc lui, ce qu'il appelle la liberté d'expression, c'est ne respecter aucune règle. Et effectivement, je suis pas dans son cerveau, mais il y a quelque chose qui a fondu là. On ne sait pas exactement à quel niveau ça a fondu. Est-ce que c'est récent, est-ce que c'est un truc ancien qui ressort, mais bon, à la rigueur, peu importe. Donc la liberté d'expression qu'il défend, c'est pas du tout. C'est encore une fois, il s'approprie des concepts. En fait, c'est pas du tout ça. C'est là, ce dont il parle, c'est la liberté du renard dans le poulailler ou du loup dans la bergerie, peu importe la métaphore. C'est-à-dire, c'est en fait qu'on peut faire un débat avec, je sais pas, c'est les 50 ans d'Auschwitz aujourd'hui. Donc, je sais pas, d'un côté avec un nazi et de l'autre côté avec un juif. Donc cette liberté n'existe pas. Je veux dire, heureusement, elle est limitée, et il en profite aussi du fait qu'elle soit limitée. Moi, je remarque, parce que je suis un peu cynique ou ironique, il parle pas de liberté d'expression en Chine, par exemple. C'est étonnant. C'est peut-être parce qu'il a du business à faire là-dessus. Donc ça me rassure sur le fait qu'il est pas complètement fou, tu vois. Mais ça m'inquiète parce que du coup, c'est qu'il a un plan, tu vois. Moi, je me suis dit, il y a deux hypothèses. C'est un, il est devenu fou. Alors il y a quand même d'autres éléments qui prêtent à penser qu'effectivement il a changé. Tu te souviens, quand on a préparé, on a parlé de Tim Urban et tout, qui est un type que j'aime beaucoup et qui en disait quand même du bien et qui avait l'air de croire à son projet. Et je pense que c'est quelqu'un qui se donnait le temps d'essayer de le comprendre. Ashley Vance aussi. Enfin, tu vois, et donc on a l'impression qu'il a changé, et donc c'est inquiétant, effectivement. On rappelle qu'il était contre Trump, hein, je veux dire, très clairement. Donc ça, c'est une première chose. Donc hypothèse 1, il est fou. Hypothèse 2, il est manipulé. Alors par qui, comment? Là, on rentre dans les James Ellroy, tu vois, est-ce qu'il est manipulé consciemment, inconsciemment, etc. En tout cas, ça ressemble beaucoup aux ingénieurs du chaos. On en a parlé tout à l'heure, hein, je veux dire, c'est-à-dire avec cette idée de Steve Bannon et autres de pousser, en fait, ouais, alors la théorie du fil de fer, tu sais, on le tord pas que dans un sens, on le tord dans tous les sens, c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, un coup les woke, un coup les peu importe à la rigueur, tant que ça pète. Donc le seul truc qui me rassure, parce que moi j'ai envie d'être rassurant, pardon, c'est que c'est si tu lis le gène égoïste, tu sais, tu as les espèces qui sont censées perdurer parce qu'elles sont plus fortes que les autres, et en fait les faucons normalement on devrait avoir plus que des faucons et plus avoir de tourterelles ou plus avoir de pigeons. Et en fait, pourquoi il y a encore des faucons et des tourterelles? C'est parce que les faucons se bouffent entre eux, et quand ils se bouffent entre eux, ils se font très très mal. Donc je pense qu'ils vont se bouffer entre eux avec Trump. Alors je ne pense pas, et on en a parlé aussi, que Musk va gagner. Je ne pense pas que Mark Andreessen va gagner. Je pense que contre les politiques, en fait, ces gens-là, ils vont tenir 15 jours, parce que la politique, c'est un vrai métier, c'est un vrai art, et qui ne maîtrisent pas du tout, et ils confondent totalement l'influence et le troll des réseaux sociaux sur lesquels ils maîtrisent tout, avec une vraie arène politique, avec les coups tordus des politiques, etc. Trump, c'était pas un politique, hein. C'était un businessman, hein. Et donc c'est le contre-exemple, si tu veux, de transition réussie entre le business et la politique. Tu l'as vécu en 2016 et on l'a revécu en 2024. Donc moi je suis comme vous, c'est-à-dire je suis assez interdit devant Elon Musk parce que c'est à la fois un personnage
larger than life et en même temps quelqu'un qui est capable de mesquinerie. Mais franchement, le, il est aujourd'hui au centre du dispositif américain. Il a une mission qui est extrêmement importante, qui est de réduire la taille du budget de l'État. Il y arrivera pas, j'en sais rien. Mais si jamais il y arrive, la trajectoire qui est problématique aujourd'hui aux États-Unis, puisque la dette est très élevée, devient soutenable. Donc, on voit qu'il y a un énorme enjeu en fait sur une période relativement longue attachée à son activité. Et et à mon avis, là où je te rejoins, c'est qu'il va se faire rappeler à l'ordre par Trump. Les gens s'attendent à ce que ce soit un clash monumental et que Elon Musk s'en aille en gros sur son Aventin en disant bah j'en ai ras-le-bol. Moi, je serais pas si convaincu que ça. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un modus operandi où on lui rappelle qu'il doit faire certains trucs et du coup il s'y focalise et il démontre à Trump qu'il y arrive. Les gars, on arrive un peu au terme de cette émission. J'avais envie, Stéphane le disait, de souffler un petit peu d'optimisme parce que quand on nous écoute, je sais pas, les auditeurs vont se dire putain, c'est quoi ce bordel qu'en fait, où est-ce qu'on en est En tout cas, ce qui est très intéressant. Ouais, non, mais ce qui est vachement intéressant, ce que j'avais envie aussi de montrer, c'est et c'est pour ça que je vous ai invité, Fred et moi, on vit aux US, vous êtes en Europe, c'est de comprendre que il faut arrêter, je pense, de lire les États-Unis avec nos lunettes européennes. Tu l'as très bien dit, Stéphane. On a un socle de valeurs qui est très très différent en Europe par rapport aux États-Unis. On n'est pas là pour le juger, à savoir si notre socle de valeurs, parce qu'on a souvent été moralisateur, notamment en France. J'en sais rien. Moi, je suis pas là pour juger ce que les valeurs américaines valent plus que les valeurs européennes. J'espère que les Européens le pensent, parce que sinon, il faut qu'ils se barrent, hein, quoi, en fait. Hein. Donc ça, c'est clair. Et puis aussi, de la même façon, je pense que les Américains essayent de nous juger, nous, avec leurs lunettes à eux, qui n'ont strictement rien à voir. Et on n'a pas non plus les mêmes problèmes. Le monde dans lequel on se dirige aujourd'hui, si on veut être un petit peu optimiste, je vous propose un petit tour de table. Comment est-ce que... Essayez d'être optimiste. Julien, on a dit tout à l'heure que t'avais l'air au fond du trou, et c'est pas le cas. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui te rend optimiste ? En tant qu'Européen ou sur quel niveau? En tant que Julien de générale. En tant que Julien de Vorex. Oh bah c'est sûr que quand on regarde effectivement, il y a pas mal de signaux qui nous font dire que il y a des questions sur la coopération internationale, il y a des guerres en cours, il y a des trucs sur l'écologie, etc. Donc tout ça c'est des enjeux qui sont en partie nouveaux, en partie historiques. Il y a des retours aussi. On voit le retour des cycles avec des problématiques justement sur la montée des extrêmes, etc. Donc il y a déjà, il faut pas nier le côté un peu anxiogène. Avant de faire, j'ai parlé d'optimiste, mais pour être capable d'être optimiste lucide, il faut pas nier qu'il y a un certain nombre de challenges face auxquels on est confronté. Et qu'il va falloir que on réinvente des choses, qu'on se retrousse les manches, notamment en Europe. Tu vois, on va être les premiers à avoir des tensions sur l'énergie, puisqu'on a moins d'énergie que les autres. Il y a cette problématique justement des prix entre les deux grandes puissances, etc. Il y a, sans parler de la guerre en Ukraine. Ce qui me rend optimiste malgré tout, c'est que, en tout cas en tant qu'Européen, c'est que je pense que on va être nous en avant de phase par rapport à tout un tas d'enjeux qui vont tôt ou tard rattraper d'autres régions du monde. Et je pense que on va avoir justement on a raison sur le long terme, quoi. C'est ça. Non, mais en fait, l'Europe va être je pense en première ligne par rapport à des enjeux qui vont que ce soit sur peut-être pas l'écologie, mais en tout cas sur l'énergie, ça va arriver assez vite, la crise de la dette, et puis les problématiques aussi de démocratie liées à le fonctionnement des démocraties. Et je me dis qu'en fait, on a malgré tout un certain nombre. Donc, on va être en avant de phase et on va être les premiers à expérimenter tout un tas de choses qui vont peut-être servir de boussole après pour les autres. Ce qu'on peut appeler robustesse, construire de la robustesse en fait dans un monde en fait en tension et qui se complexifie, etc. Et malgré tout, je pense qu'en Europe, on garde un terreau fertile
contrairement parfois à ce qu'on entend dire justement, on peut parler du déclin économique de l'Europe, du déclassement, etc. Il y a des choses qui sont vraies, il y a beaucoup de défis, mais il y a quand même malgré tout un terreau fertile pour inventer une voie qui soit propre à l'Europe et qui puisse aussi, je pense, éclairer ensuite d'autres régions du monde, parce qu'on est encore dans un coin justement où le débat d'idées reste possible sans que ça parte tout de suite en clash, où on a appris malgré tout, grâce à la construction européenne aussi, à s'entendre entre Européens. On a réussi à inventer quelque chose, à faire la paix sur le long terme. Il y a des institutions qui sont loin d'être parfaites, mais qui fonctionnent et qui arrivent à créer du débat, à créer de la friction. Et finalement, t'as pas tant de régions du monde où ça se passe encore de manière relativement constructive, où tu as des gens aussi qui sont sur le terrain, qui s'engagent. Tu vois, je regarde en France, il y a un tissu incroyable d'engagement local. Donc, si tu sors de la grande politique, comme disait Stéphane, de ce qui se passe au niveau de Paris, où tu as l'impression que les gens n'ont rien compris et que c'est complètement sclérosé, je trouve que tu as quand même énormément de dynamisme en local où les gens sont très ancrés sur leur territoire. Le nombre de tissus associatifs aussi qui est extrêmement dense. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se réinventer un peu partout, qu'on voit pas, dont on parle pas beaucoup, et qui, moi, personnellement, me donne espoir et me dit que l'atterrissage peut être beaucoup plus doux que ce qu'on imagine finalement, même s'il y aura toujours des périodes de friction. Mais voilà, c'est un peu ça qui me donne espoir sur le long terme. Ah ben moi je suis américain, donc je suis optimiste, hein, donc forcément je partage l'espoir. Je vais être optimiste pour les deux zones en décrivant ce que j'ai l'impression pourrait être le meilleur cas. Moi, alors, on va dire que je suis très centré sur l'économie, mais j'ai été encouragé par le discours de von der Leyen à Davos, où elle a repris les grands thèmes du rapport Draghi, qui en fait est un rapport de reprise du destin, de reprise en main du destin européen par les Européens, à travers la R&D, à travers le financement de la transition énergétique. Je trouve que si les Européens arrivent à se mettre d'accord là-dessus, en approfondissant leur marché de capitaux, en émettant éventuellement de la dette commune, il peut y avoir un chemin de renouveau européen qui soit respectueux de contraintes environnementales, qui soit respectueux du choix inégalitaire donné de l'Europe, et qui soit aussi fertile en termes de nouveaux objets, de production intellectuelle. Donc voilà, moi je suis optimiste là-dessus en disant que il faut que les Allemands se réinventent de toute façon. On voit bien que les Français aujourd'hui, on a un problème politique, il va falloir qu'on en sorte. Donc voilà, à un moment donné, peut-être que ça peut être le point de ralliement de plusieurs Européens qui trouvent intérêt à quelque chose de plus fertile que ce qu'on voit aujourd'hui. Aux États-Unis, je suis aussi optimiste, c'est-à-dire que on a eu ce balancier où on est sorti des sujets sociétaux pour aller vers ce que Trump appelle common sense. Bon, voilà, enfin, ça va durer ce que ça durera, et à un moment donné, on sera à nouveau dans une phase introspective. Moi, là où je suis très optimiste, et je pense que ça va plutôt arriver aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, c'est que je pense que la prochaine frontière, c'est tout ce qui est utilisation du digital pour la santé, et la santé dure, c'est-à-dire la création de traitements pour le cancer, résolution des problèmes longs comme l'Alzheimer, enfin des choses qui sont aujourd'hui qui créent une quantité de misère considérable de par le monde. Je pense que les États-Unis peuvent être l'endroit où on trouve des solutions technologiques, et une fois qu'on les a trouvées, pour moi, la vie change du tout au tout. C'est-à-dire que si son père, sa mère, son frère ou sa sœur meurt pas du cancer à 40 ans ou à 50 ans, le monde a complètement changé, et on est dans une situation qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on vit aujourd'hui. Stéphane, rapide conclusion aussi de ton côté. Sois optimiste, je t'en prie. Moi, je suis optimiste. Hein, je suis carrément optimiste, et t'as dû le lire. Moi, je suis optimiste, notamment à cause de nos jeunes. On n'a pas parlé de nos jeunes. Moi, j'ai la chance d'avoir élevé 3 enfants, et
je les trouve vraiment formidables et à côté de ce que j'étais moi quand j'étais gamin. Il y a plein de différences effectivement, mais il y a une richesse, il y a une capacité à gérer des problèmes et justement à prendre du recul par rapport à un certain nombre de choses qui est extraordinaire. Je nie pas du tout qu'il y ait des gamins qui soient dans la galère, mais en tout cas je leur fais vraiment confiance et je pense qu'une partie du bruit que vous entendez, du bruit négatif que vous entendez, c'est pas la génération des gamins, c'est même pas la génération de leurs parents, c'est presque la génération d'après. C'est les vieux cons qui meurent. En fait, quoi. Je dis pas que c'est les vieux cons qui meurent, mais en tout cas, je comprends parfaitement que même ma génération, moi j'ai 54 ans, je comprends parfaitement que ma génération elle soit inquiète, déclassée, tout ce que tu veux, coupable ou pas, ou dans le déni. Mais quand je regarde les jeunes, franchement, ça me rend super optimiste parce que je les trouve formidables et ils ont pas peur d'affronter les problèmes. Ils ont pas le choix surtout. Ils ont tu sais, tu peux faire la fuite en avant aussi, hein. Tu peux faire le déni, donc t'as le choix ou t'as pas le choix. Hein. Et moi, je trouve qu'au contraire, ils arrivent à trouver des choses super intéressantes. Moi, j'apprends énormément en fait en regardant tous ces mouvements de jeunes. Ça m'apprend beaucoup sur moi-même, mais ça m'apprend aussi sur la société et ça me donne carrément la pêche. La pente est raide, hein, ça va être super dur et ça va tanguer méchamment. Je suis désolé, là, c'est pas du pessimisme, il y a pas de pessimisme. Hein. On va en haute mer, hein, on va naviguer en haute mer. Hein, c'est fini le petit lac tranquille de Côme là, on va attaquer les 40e rugissantes, mais c'est pas grave. Le bateau est bien, l'équipage est cool et je pense qu'on va y arriver et qu'on va sortir beaucoup plus fort que ça. Quoi. C'est sur cette note, je peux me permettre là, il y a dans tout ce qui est milieu un peu justement transition, énergie, réinventer le monde de demain. En fait, l'Europe est vraiment en avant de phase et ça, c'est pour clair. parler avec beaucoup d'Américains qui sont là-bas, où il se passe beaucoup moins de choses aux US qu'en Europe. Ouais. Et quand ils viennent là, ils voient la maturité de compréhension des sujets, ils voient qu'on a dépassé le débat en partie sur tous ces trucs-là. Donc, il y a un terreau qui est extrêmement fertile. Il y aura des difficultés, je te dis, qui sont notamment liées en grande partie à l'énergie et le fait qu'on soit pas positionné sur des trucs comme l'IA, etc. Il y a plein de choses. Et la difficulté inhérente à la taille du bloc, au fait que c'est un bordel de se mettre d'accord entre pays. Enfin, c'est pas la même structure de pays. Mais voilà, moi, il y a plein de trucs. Je te rejoins complètement, Stéphane, sur le... sortir regarder ce qui se passe un peu plus aussi dans ce qui vient et dans ce qui pousse, quoi. Bon, vous êtes optimiste. Écoutez, voilà, quoi. Parce que tu nous l'as demandé, Carlos. Oui, c'est vrai, je vous l'ai demandé, quoi, en fait. J'ai triché, quoi, en fait. Mais c'est une bonne question, bien anglais. Je vous demanderai d'être pessimiste. On reviendra en parler dans un an, quoi, justement. On verra si vous êtes toujours optimiste. Bon, je vous embrasse. C'était super d'avoir cette conversation avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos. Bye bye.